Bonjour, donc moi José Eder, je suis postier, hein. Je travaille à la branche numérique de la Poste qui a proposé le service Digipost depuis 2011, donc on y reviendra tout à l'heure, mais l'objectif de Digipost c'est de proposer un coffre-fort numérique pour les Français pour pouvoir leur proposer d'y retrouver tous les documents administratifs importants de manière sécurisée sur un espace numérique. Et ça s'applique particulièrement bien à la problématique du bulletin de paie. Donc aujourd'hui, l'objectif c'était de vous donner quelques clés et notre vision sur le marché de la dématérialisation des bulletins de paie, parce que l'on est un peu au cœur du sujet. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions, puisque là, on est dans une configuration qui nous permet d'échanger largement. Pour commencer, suivant une étude Marques récente, on voit que dans la problématique de la dématérialisation, c'est une problématique qu'on retrouve de manière importante pour les directions de ressources humaines, avec une volonté pour les décideurs RH. En fait, derrière la numérisation, ce qu'ils y retrouvent avant tout, c'est la facilité d'accès à l'information. Donc, en premier lieu, l'envie de numériser les documents RH et la gestion documentaire au sens large, pour pouvoir, j'allais dire, rapidement se débarrasser de l'armoire que tout bon DRH a derrière lui ou que ses équipes ont derrière elles, dans lesquelles on va retrouver les dossiers salariés. Le numérique sur les dossiers salariés, ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre de récupérer l'information de manière beaucoup plus rapide. Et puis, ça va permettre aussi de pouvoir faire des contrôles d'exhaustivité, des contrôles automatiques, et donc d'éviter d'être dans des situations à risque par rapport à des salariés, ou en tout cas de contribuer à la diminution de ce risque. Je veux dire par là, par exemple, quand vous avez des documents qui doivent légalement disparaître des dossiers au bout de 5 ans ou de 10 ans, on peut faire des contrôles automatiques qui vont permettre de le vérifier, ou tout simplement quand vous avez besoin d'avoir le permis de conduire à jour de vos collaborateurs, on peut avoir des systèmes qui permettent de vérifier que l'information est bien à jour. Et puis, on a un deuxième pan des bénéfices qu'on peut attendre du numérique, qui est l'accélération des processus. Et dans l'accélération des processus, vous avez évidemment la signature électronique. On a aujourd'hui, nous, chez Digipost, plusieurs de nos clients émetteurs qui travaillent sur de la signature électronique de contrat de travail ou d'avenant. Et effectivement, c'est beaucoup plus rapide que d'envoyer un exemplaire papier et puis d'attendre que la personne ait signé et que surtout que le contrat signé soit remonté et validé. La signature électronique, ça permet d'accélérer ce processus-là, de le fiabiliser, puisque en fait, le document lui-même ne va pas pouvoir être modifié par le signataire. Donc on a moins de risques d'avoir des gens qui, par exemple, vont prendre une mission et qui ne sont pas encore sous contrat de travail, et donc avec un risque de requalification. Le bulletin de paie devient en fait un sujet à enjeu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est porté par la réglementation, c'est-à-dire que le bulletin de paie électronique, ce n'est pas forcément un sujet extrêmement nouveau sur le marché, puisque depuis mai 2009, on a la possibilité de faire du bulletin de paie électronique. Et nous, chez Digipost, depuis 2011, on propose cette solution-là. Ce qui a changé, c'est simplement la façon de le diffuser auprès des collaborateurs. Donc on se rend compte qu'en France, on a une énorme, un temps de latence qui est très important dans les entreprises quand on propose un projet numérique. Et en fait, les collaborateurs ont du mal à s'en emparer et à le prendre. Et la loi en tient compte, puisque maintenant, on n'est plus obligé d'attendre l'accord préalable du salarié pour pouvoir les basculer dans ce mode de diffusion. Et on se rend compte que finalement, le plus compliqué, c'est de faire agir les salariés. Donc, le fait de pouvoir proposer le bulletin de paie numérique par défaut, sauf des accords du salarié exprimé, ça permet vraiment d'aller plus vite et d'avoir des taux de réussite qui sont extrêmement importants. Ça explique pourquoi, depuis le début de l'année, c'est un des sujets. Le bulletin de paie numérique en lui-même, nous, on le voit véritablement, en tout cas c'est notre vision, comme un pied à l'étrier sur une transformation numérique. C'est la façon de proposer
mensuellement à ses collaborateurs un accès à un espace numérique, d'amener cette transformation numérique. Et après, ça va permettre de pouvoir continuer cette révolution numérique au sein de l'entreprise en ayant proposé un premier service qui est utilisé mensuellement et qui amène des gains à l'utilisateur. L'idée dans tout projet numérique, ça on y croit vraiment très fortement, c'est que le retour de l'utilisateur, le retour pour l'utilisateur doit être positif et immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, si on me demande d'aller sur n'importe quel service numérique, si en tant qu'utilisateur, je n'ai pas le sentiment très rapidement que ce que je suis en train de faire va me servir à quelque chose et va m'apporter plus que le minimum d'investissement que j'ai fait, forcément le système part mal et a de fortes chances de ne pas réussir à prendre l'assentiment des collaborateurs. Ce que la loi précise aussi, c'est que le bulletin doit être conservé par défaut pendant 50 ans ou jusqu'au 75e anniversaire du salarié et que ce bulletin doit être compatible avec le compte personnel d'activité. Donc le compte personnel d'activité, c'est ce qui a remplacé le droit à la formation, le DIF, le CIF. Et donc c'est un des sujets phares de la loi El Khomri, puisque l'idée est de pouvoir retrouver dans un endroit unique tous ces droits pour pouvoir les porter d'une entreprise à l'autre et donc assurer le début de la flexi-sécurité telle qu'elle est vue par cette loi. Nous, Digipost, on a été le premier opérateur compatible avec le compte personnel d'activité dès le 19 janvier 2017, à tel point que les démonstrations qui ont été faites par Myriam El Khomri étaient faites sur notre système. Donc, voilà. Sur ce sujet-là, les freins par rapport au numérique, chez Digipost, on en voit deux très importants. Le premier, c'est le manque de confiance des Français dans Internet, donc avec une position qui est un peu schizophrène, parce que les Français n'ont pas confiance en Internet, mais en même temps, on est le deuxième pays après les États-Unis les plus utilisateurs de Facebook. Donc on a, en tant que particulier, une approche un peu schizophrène du sujet. Mais en tout cas, en France, on est extrêmement sensible au vol de données, aux risques divers qu'on peut avoir sur Internet. Et ce n'est pas encore une démarche forcément naturelle pour l'ensemble de la population de digitaliser son approche. Donc là-dessus, nous on travaille beaucoup sur la sécurité, on y reviendra, sur tout ce qu'on va pouvoir amener comme solutions qui vont permettre de rassurer les utilisateurs sur la pérennité et sur la robustesse de l'offre et sur tous les éléments de sécurité qu'on peut leur mettre en avant. Et puis, on bénéficie aussi de notre image. Donc, la Poste, c'est vrai que sur des sujets comme ceux-là, où on a besoin d'avoir un partenaire de très long terme et sur lequel le partenaire doit s'engager sur... Enfin, en tout cas, nous, on s'engage sur des choses qui sont un peu dans notre ADN. La première, c'est le secret des correspondances. Donc, en fait, tous les documents qu'on va venir sauvegarder sur ce coffre bénéficient du secret des correspondances. Donc, on ne viendra pas les lire, les exploiter. La deuxième, c'est de pouvoir conserver les données de manière pérenne pendant très longtemps et donc d'opérer tous les systèmes en nos moyens propres. Donc le fait de s'adresser à un grand groupe qui a l'habitude de gérer ce genre de solutions, ça permet de pouvoir garantir ces deux choses importantes. Et très clairement, le nom de notre programme s'appelle Confiance numérique et on sait très clairement que le sujet principal sur ce thème-là, c'est la confiance. Deuxième chose qui peut jouer sur le manque d'appropriation des outils numériques, c'est la fréquence à laquelle vous les utilisez. Et donc pour ça, si vous vous projetez, on a tous aujourd'hui en tant que particulier accès à des espaces clients divers et variés qui sont tous extrêmement bien conçus, mais qui ont été conçus avec une logique de l'entreprise qui vous le propose. Donc quand vous allez chercher vos factures sur EDF, vous êtes dans la logique du marketing et de la DSI d'EDF qui prévoit certaines choses. Quand vous allez sur la SNCF, c'est différent, les impôts, ainsi de suite. Voilà, vous voyez le sujet. Et on y va très rarement.
Et comme on y va très rarement, on a une courbe d'apprentissage importante à chaque fois qu'on y retourne. C'est-à-dire qu'on est obligé de se réapproprier. Alors, bien sûr, on a du mal à se souvenir de tous les mots de passe qu'on a mis un peu partout, surtout qu'on a des politiques de mots de passe différentes sur chaque site. Et puis, on a du mal à comprendre l'ergonomie de chaque site, puisqu'on y va peu. Et du coup, ça participe du frein par rapport à l'utilisation des outils numériques, parce que on se rend bien compte que les Français ne sont pas forcément comment dire, réfractaires par rapport aux outils numériques, ils sont réfractaires par rapport à la façon, enfin, à des outils numériques qu'ils utilisent très peu. Un exemple simple, j'étais dans une autre CCI pas très loin, dans le 94, il y a une semaine, et on nous disait, bah oui, la jeune génération, elle aime bien Snapchat, YouTube et compagnie, mais quand il faut utiliser le Drive, Google Drive en entreprise, ils ont du mal à comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Ben, c'est exactement ça, c'est parce que dans le cadre de leurs études, on ne leur a pas donné l'habitude d'utiliser ce genre d'outils. Quand ils arrivent en entreprise, ils trouvent ça lourd parce qu'ils sont obligés de se réadapter à ces fonctionnalités-là. Pour pallier à ça, on a deux solutions chez Digipost. La première, c'est de proposer une interface unique pour aller chercher tous ces documents, donc on y reviendra dessus, et donc de pouvoir récupérer les flux qui sont sur tous ces espaces clients sur une interface unique. Donc normalement, avec une récurrence plus importante, on arrive à mieux maîtriser son interface, l'interface qu'on vous propose, et qui peut s'adapter à tous les âges de la vie. Donc l'idée, notre volonté, c'est de pouvoir proposer tous les documents importants à tous les âges de la vie. Donc par exemple, on va commencer par proposer les diplômes. On a un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale qui fait que l'attestation numérique de réussite au bac, dès 2017, sera disponible sur Digipost. Donc en tant que bachelier, je pourrais déjà commencer à m'en emparer. On a des partenariats avec des écoles, des universités qui l'utilisent. Bien sûr, quand on est dans sa vie professionnelle, on peut recevoir ses bulletins de paie, mais on peut aussi recevoir ses quittances de loyer, on peut recevoir ses relevés bancaires. L'idée, c'est de pouvoir proposer un maximum d'utilisation pour que ça devienne récurrent. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on travaille énormément sur l'ergonomie pour la rendre la plus facilement compréhensible possible. Et on travaille à partir de nos groupes témoins, à partir de ce que nous demandent nos utilisateurs, pour pouvoir avoir le site le plus compréhensible possible et le plus efficace possible. Donc on en a un petit peu parlé. L'application, on parle d'application parce qu'aujourd'hui Digipost est disponible à la fois sur le web et avec un navigateur internet et en termes d'application. Maintenant, la partie la plus aboutie est en application mobile, tout simplement pour la raison qu'on développe beaucoup plus vite aujourd'hui sur le mobile que sur la partie navigateur, puisqu'on a des outils de développement qui ont été particulièrement soignés par Google et par Apple pour pouvoir aller très vite sur ces sujets-là. Donc on a un vrai travail chez nous de rattrapage en fait de ce que fait notre application navigateur pour aller vers ce que propose le mobile. Donc le mobile, ça vous permet de voir vers où on veut tendre. Donc notre application, elle va permettre plusieurs choses. Donc comme je vous disais, de récupérer automatiquement des documents qui sont déjà dans d'autres organismes. Donc je vais avoir 350 organismes qui sont disponibles. Je vais pouvoir récupérer mes fiches d'impôt, je vais pouvoir récupérer mes factures EDF, je vais pouvoir récupérer mes documents de la CAF, de l'URSSAF. On n'a qu'un seul domaine aujourd'hui que l'on s'interdit, qui est le domaine de la santé. Donc on ne va pas pouvoir retrouver sur ce coffre aujourd'hui les relevés d'Amélie ou les relevés de mutuelle, en sachant qu'à la fin de l'année, on sera compatible hébergement de données de santé, ce qui nous permettra d'ouvrir ce dernier champ d'application aujourd'hui pour récupérer des documents. Le principe, il est assez simple, hein. Je vais sur l'application mobile, je paramètre mon collecteur automatique. Automatiquement, celui-ci va créer un répertoire dans mon coffre et va venir récupérer tout l'historique qu'il peut sur le site que je lui ai indiqué. Et puis ensuite, à chaque fois qu'un nouveau document sera repéré sur le site, il viendra le copier, le mettre dans le coffre et me prévenir que j'ai reçu un nouveau document, des impôts, de la CAF, de l'URSSAF et tutti quanti. Bien sûr, on peut s'abonner pour recevoir des flux émetteurs, donc les fiches de paie, des quittances de loyer, des flux divers avec d'autres émetteurs.
Et on bénéficie de 5 gigaoctets pour pouvoir mettre ces documents personnels. Donc sur le mobile, on travaille beaucoup sur ce que le mobile peut apporter en termes d'ajout de documents rapides à la volée, bien sûr par le biais de l'appareil photo. L'idée étant, aujourd'hui, vous pouvez prendre une photo, la sauvegarder directement dans votre Digipost. On a un système qui permet de redéfinir la taille de la photo et de pouvoir arranger ce qu'on a pris en photo. On continue à travailler sur ce sujet-là pour le rendre de plus en plus intelligent, c'est-à-dire d'être capable d'auto-cadrer le document que je vais prendre en photo, de l'éclairer correctement, pour pouvoir faciliter cette prise de documents en mobilité. Oui. Pardonnez-moi, je ne suis pas spécialiste, mais ça me paraît pas. Alors c'est le premier ticket d'entrée, 5 gigas, ça me paraît pas beaucoup. Alors 5 gigas, voilà, c'est dans l'offre de base. 5 gigaoctets, c'est pas beaucoup si vous voulez sauvegarder des pièces lourdes. Aujourd'hui, on parle de documents administratifs. Sur des documents administratifs, la moyenne, elle est à 100 KO, donc ça vous fait à peu près 40 000 documents. Donc si c'est pour remplacer votre boîte à chaussures ou votre classeur métallique dans lequel vous mettez tous vos documents importants, ça remplace un très très beau document, parce que 40 000 documents, c'est pas mal. Si c'est pour sauvegarder voilà, des photos, c'est plus compliqué. Voilà. Mais ce n'est pas forcément l'objectif de l'application. On peut en avoir plusieurs, tout à fait. Et on a aussi une offre payante qui permet de passer en illimité et donc d'avoir plus de stockage. Voilà, tout à fait. Une fois que tous ces documents sont dans le coffre, évidemment, le premier bénéfice, c'est de pouvoir les retrouver rapidement. Donc, on travaille beaucoup sur la recherche sémantique pour pouvoir retrouver rapidement les documents et pouvoir les afficher. Mais on travaille aussi sur les outils de partage. Donc, on peut, depuis son coffre, partager sur un nombre de destinataires illimité de 1 à 99 documents en une seule fois. L'avantage, c'est qu'on ne passe pas par une messagerie classique, mail, pour pouvoir enlever, enfin en tout cas les documents ne partent pas en pièces jointes, c'est vraiment un lien qui permet d'aller télécharger les documents, donc ça permet, voilà, on n'a pas de contrainte de poids. Deuxième avantage, on sait quand les documents ont été consultés, puisqu'on a un retour dans notre coffre pour dire votre lien a été vu. Et puis troisième avantage de ce système-là, c'est que la personne qui va aller se connecter pour récupérer les documents va pouvoir voir l'engagement de la Poste sur les documents. Donc s'il s'agit par exemple de bulletins de paie, la Poste va pouvoir s'engager sur le fait que ce sont des originaux électroniques et ça va permettre, voilà, de garantir au destinataire voilà, l'authenticité du document vu. Et puis on travaille sur le coup d'après qui est de se dire finalement dans ce coffre je vais avoir beaucoup de documents qui me permettent de faire des démarches administratives qui sont demandées dans le cadre des démarches administratives et donc je vais pouvoir, comme on a commencé, à insérer des démarches types. Par exemple, je veux renouveler ma carte vitale, je veux renouveler ma carte d'identité et là par exemple pour renouveler sa carte d'identité, on va avoir besoin de deux choses, la copie de sa carte actuelle et un justificatif de domicile. Un justificatif de domicile, ça tombe bien, c'est forcément une facture EDF, téléphone, et donc je l'ai forcément dans le coffre, et j'ai la dernière en date, et je présente par défaut, quand je suis dans la démarche, la dernière en date pour pouvoir aller sur ce sujet-là. On travaille aussi sur l'interconnexion, puisque l'idée, c'est pas que le coffre vive sa vie dans son coin, tout seul, isolé. Donc, on est interconnecté aux solutions de cloud personnel du marché. Hein. Donc, ça veut tout simplement dire que si vous avez aujourd'hui un Dropbox ou un Google Drive et que vous savez que le document est dessus et que vous en avez besoin dans votre Digipost, vous avez la possibilité d'aller le rechercher et de le sauvegarder dans votre Digipost ou de venir l'intégrer directement. Et puis, on travaille sur les univers. Les univers, c'est juste une façon de présenter les documents de manière différente. Donc, par exemple, on a mon univers travail qui va regrouper automatiquement toutes mes fiches de paie. Donc, j'aurai deux solutions, soit les chercher de manière classique dans mon coffre, je sais où je les ai rangés, je vais chercher le bon répertoire. Soit je vais les chercher via ma barre de recherche, soit je me dis, je vais chercher dans mon univers mon travail où je vais retrouver tout ce qui est à faire à mon travail. Donc en univers, on a aujourd'hui créé mes biens, mon travail, mon logement. On regroupe ça par grands centres d'intérêt et on continuera à développer les univers. Les organismes disponibles sur Digipost, on en a parlé, hein, 350. Donc on a voilà, tout ce qui est bancaire, assurance, services et services publics. Toujours pas le CESU. Toujours pas le CESU. On ne doit pas tous les avoir, mais on en a du CESU. Non, c'est pas de votre faute, ceux qui font un lien sur Ah, le sujet. d'accord.
à voir. Je regarderai parce que je crois qu'on a, oui, on a quelque chose sur le sujet. Ouais. D'accord. Ils ont pas dématérialisé encore. Ouais. Faudrait enfin, on regardera peut-être après la séance. Non, 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 non. Donc j'ai un petit décalage. Donc là, vous êtes sur l'approche perso, c'est ça? Oui. B2C. Tout à fait. Vous allez avoir une dimension B2B. Tout à fait. Oui. Ouais. Donc aujourd'hui, Digipost, c'est plus de 800 employeurs qui nous confient leur bulletin de paie. Donc, ça monte très très vite avec la loi El Khomri, là, on en est à plus de 900. Le temps qu'on fasse les diapositives. On a 1,8 million d'utilisateurs et ce mois-ci, on va déposer 750 000 bulletins de paie. Donc on a plus d'utilisateurs que de bulletins de paie déposés parce qu'on a d'autres sujets qui nous amènent des coffres. C'est aussi un point important parce que quand on a ce sujet-là à porter à l'intérieur de son entreprise, on peut avoir déjà des collaborateurs qui connaissent le service et donc ça fait des très bons ambassadeurs pour la mise en place parce que voilà, forcément ils sont plutôt partants. Les avantages de Digipost pour les salariés, on en a parlé, donc on va aborder la partie B2B comme vous dites et aller voir les avantages pour les ressources humaines. En tout premier lieu, une modernisation des outils proposés aux salariés avec un service qui va plus loin que juste remettre le bulletin de paie de manière dématérialisée et qui veut aider le salarié dans sa vie quotidienne. Donc après, le salarié prend ou ne prend pas puisqu'il n'a pas l'obligation d'activer tous les services, mais ça lui permet, voilà, ça permet de porter un projet qui est un peu plus vaste que juste vous recevez votre bulletin de paie de manière numérique. On a des économies d'échelle parce que la solution est forcément moins chère que d'envoyer du papier. L'idée chez nous, Digipost, on est toujours en dessous du coût du timbre pour la mise en place du service. Donc ça veut dire très clairement que l'enveloppe, le papier, voilà. Sur l'instant, vous dites on dématérialise. Il y a quand même le coût du stockage, donc c'est les data centers. C'est ça. Il y a un coût au bulletin de paie déposé. Voilà, tout à fait. Voilà, pour podérer, il y a forcément un coût, il y a forcément un moment un coût quelque part, mais un coût qu'on arrive à mutualiser. Donc on est sur des prix de vente aujourd'hui aux alentours de 50 centimes du bulletin de paie déposé pour 50 ans, ce qui aujourd'hui n'est pas très très loin du coût de l'entretien de l'intégralité du système. Pardonnez-moi, le 50 ans, bon, il y a sûrement eu, c'est une étude ou il y a un cadre précis? C'est le cadre de la loi. En fait, la loi indique... Le 50 ans, c'est limite 50 ans, on parle de l'âge de l'âge. Alors voilà, vous avez deux solutions. Vous avez soit 75e anniversaire du salarié, soit 50 ans. Nous, pour des raisons pratico-pratiques, on est sur la deuxième version 50 ans. D'abord parce que ça nous évite d'avoir en obligatoire la date de naissance des salariés et surtout en obligatoire contrôlé. Enfin, parce que du coup, il faudrait vraiment faire des contrôles importants sur le système. Et puis, ça évite de monter des grilles de tarifs un peu ésotériques où en fonction du nombre de l'âge du collaborateur, je vous fais un prix différent, voilà. Donc on reste sur cette notion-là, sachant qu'au bout de 50 ans, le bulletin de paie, il ne va pas disparaître, il va simplement être basculé de hors quota, c'est-à-dire que pendant 50 ans, il n'est pas dans le quota des 5 gigaoctets que le collaborateur a pour son usage personnel, et au bout de 50 ans, il va basculer dans ce quota-là, donc il pourra le conserver bien plus longtemps s'il le souhaite. Voilà. Et pour la petite histoire, le ministère du Travail nous a demandé de le passer à 60. Mais voilà. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais aujourd'hui, pour l'instant, le décret indique bien 50. Et puis l'optimisation et la simplification des processus. Une première pierre dans la transformation numérique, puisque en fait, par le biais de ce coffre, je vais pouvoir aussi aller déposer d'autres documents que le bulletin de paie numérique. Du coup, je pourrais le déposer pour une durée beaucoup moindre. Si j'ai par exemple un bulletin social individualisé, un BSI à diffuser en fin d'année, si j'ai des changements de statut, des documents dont j'ai envie de bénéficier des avantages de ce canal, c'est-à-dire la garantie que ce soit déposé de manière exhaustive, la capacité de pouvoir tracer les documents déposés, voire nous on a des solutions de signature électronique qui peuvent être reliées en fait à ce coffre où côté destinataire je vais pouvoir conserver les documents dans mon coffre. Et du coup là on arrive sur des coûts beaucoup plus bas puisque si on conserve moins longtemps on facture moins cher forcément.
Les bénéfices pour le salarié, on en a parlé. Alors, la chose importante et qui rassure beaucoup les IRP, c'est que les échanges entre Digipost, le collaborateur et l'entreprise sont extrêmement limités, c'est-à-dire les échanges de données. Nous, la seule information qu'on va partager avec l'entreprise, c'est est-ce que le collaborateur accepte ou n'accepte pas de recevoir les documents sur son coffre numérique. Et ensuite, on va bien sûr donner des informations sur le document routé, est-ce qu'il a bien été routé, est-ce qu'il est bien arrivé, voire on peut même aller plus loin, est-ce qu'il a été lu ou pas. Mais le reste de l'utilisation du coffre reste complètement personnel au collaborateur. Le collaborateur devient automatiquement un client Digipost, donc un client de la Poste, ce qui va amener comme bénéfice le fait que le jour où il quitte l'entreprise, il n'a pas à se poser de questions sur sa relation avec son coffre et est-ce qu'il va bien pouvoir conserver ses données puisqu'il va garder exactement les mêmes accès, il va pouvoir avoir accès à la même hotline qui va pouvoir lui répondre à ses questions et il va pouvoir continuer à bénéficier du service aussi longtemps qu'il a décidé de conserver son coffre. Comment ça fonctionne de manière très très simple? Notre solution, enfin les solutions sur lesquelles on est plugué, hein, on a plusieurs distributeurs qui nous permettent de distribuer des documents chez Digipost, donc soit des experts RH de SIRH, Sopra HR, Norgesa Renzo, ADP GSI, qui intègrent directement la solution sur leur SIRH, soit on a des solutions qui permettent de partir du flux PDF composé, et dans lequel on va venir extraire l'information unique par salarié qui va nous permettre de traiter le bulletin, donc par exemple le matricule, et en interrogeant le matricule, savoir si on a un accord ou en tout cas si on n'a pas un refus du salarié pour le recevoir dans un coffre, et à partir de ce moment-là, le distribuer dans le coffre et traiter par défaut ceux qui ne veulent pas de l'électronique. Le traitement par défaut, ça peut aller assez loin, c'est-à-dire que soit on vous rend un fichier expurgé, vous nous donnez un fichier de tous vos collaborateurs, on vous rend un fichier expurgé de ceux qu'on a distribués dans les coffres et qui vous restent à imprimer et à diffuser par vos moyens classiques, soit on va directement, pour ceux qui refusent le numérique, imprimer, mettre sous pli et envoyer par voie postale à leur domicile par rapport à l'adresse indiquée sur le bulletin de paie. Donc on a vraiment les deux solutions. Pour le salarié, ça se passe une fois qu'il a personnalisé son coffre. Il va recevoir automatiquement ses bulletins de paie sur son Digipost. Il va être alerté par un email de notification ou par la notification de son application. Et ça va lui permettre donc, de savoir qu'il a le document à consulter. Et donc, il peut le consulter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur l'outil de son choix. Nous, on essaye d'accompagner au maximum nos clients sur la partie déploiement, c'est-à-dire comment ils vont porter le projet auprès des collaborateurs et comment ils vont aller chercher le maximum d'adhésion à ce type de projet. Et pour pouvoir monter cette phase de déploiement, on les incite à s'interroger sur 6 points clés. Que vous voyez ici, qui vont permettre, alors ça passe pas très bien le point 3, qui vont permettre un petit peu de faire l'état des lieux de son entreprise et de se dire voilà, sur quel sujet je dois travailler pour réussir ma transformation numérique. Donc le profil digital des collaborateurs, donc ça dépend des outils qu'ils utilisent déjà, de la réussite de la mise en place de ces outils numériques en interne, on pense beaucoup que ça dépend de l'âge moyen et du niveau d'études. Nous, on se rend compte, après avoir déployé dans plus de 900 entreprises, qu'on n'a pas forcément des barrières sur des populations plus âgées. D'ailleurs, nos utilisateurs moyens, l'utilisateur moyen de Digipost, il a 47 ans, donc il n'est pas non plus... voilà, il n'est pas très jeune, pas non plus très vieux, hein, mais voilà, il est dans la moyenne, on va dire. Le niveau d'études, on a déployé sur des sociétés où vous avez énormément d'ouvriers, où on a par exemple déployé le groupe Carrefour, où on se rend compte que ce n'est pas forcément sur la ligne de caisse qu'on a les plus mauvais résultats en termes de déploiement par rapport à d'autres sujets. Mais en tout cas, la notion de
comment les projets numériques sont arrivés dans l'entreprise et quel type d'outils j'utilise déjà, ça joue beaucoup. Pour vous donner un exemple, chez Eurotunnel, où ils sont depuis très longtemps, la majorité des emplois chez Eurotunnel sont les gens qui vous placent dans les navettes pour traverser la Manche. Ils travaillent depuis 3 ans avec des iPads pour gérer leurs navettes. Le système est bien fait, ils en sont contents. On a eu des taux de réussite qui ont été extrêmement importants parce qu'ils ont naturellement une approche de l'outil numérique extrêmement positive. Voilà. Les freins qu'on peut avoir à l'adhésion, ça rejoint le profil, on en a un peu parlé. Comment rassurer les collaborateurs sur les risques? Et là, toute la difficulté, c'est de bien définir quels sont les risques entrevus par les collaborateurs. Parce qu'il n'y a rien de plus désastreux que de répondre à des questions pour lesquelles les gens ne se posent pas de questions. Et donc, ça va vraiment dépendre de la politique de sécurité de l'entreprise. Donc, je ne vous cache pas que quand on déploie chez Safran ou Thales, qui ont des politiques de sécurité extrêmement précises, on passe plus de temps à expliquer comment on sécurise que quand on déploie la SNCF, qui est un peu moins orienté sur ce type de sujet. Quels usages et quelles restrictions on veut donner à cet outil, donc comment on veut porter le sujet, les obligations en tant qu'employeur, qui sont les bonnes questions à se poser, et puis l'impact que va avoir la solution sur mon organisation. Un exemple tout bête, quand aux Galeries Lafayette, on a mis en place le bulletin de paie dématérialisé, on est passé d'un système où c'était remis à la main, donc tous les premiers lundis du mois, par les chefs de secteur, on l'envoie de manière numérique. Et donc on a eu des réticences parce que les gens, en fait, c'était le seul moment où ils discutaient des fois avec le chef de secteur. Donc il a fallu porter en communication que ces espaces existeront toujours et qu'on le fera sans forcément voilà, cet échange-là. Pour le salarié, il y a quand même une dimension pécuniaire, là. Il doit bien adhérer ou s'abonner à quelque chose. Alors, avec la nouvelle solution portée avec la nouvelle loi, le principe est que le salarié qui ne se manifeste pas, son coffre est créé, les bulletins arrivent dans son coffre et le jour où évidemment il a besoin d'y accéder, on lui met à disposition le parcours qui lui permet de personnaliser son coffre. Alors je reprends un peu quand même, on lui met de toute façon à disposition le parcours qui permet de personnaliser son coffre et donc de choisir son nom d'utilisateur, mot de passe et de pouvoir accéder aux documents. Mais vous avez sur 100 personnes à qui vous envoyez ce type de message, vous allez en avoir X% entre 0 et 10% qui vont se manifester en disant j'en veux absolument pas parce qu'ils sont réfractaires avant même d'avoir essayé. Et puis vous allez avoir 30% ou 40% qui ne vont pas réagir. Et donc, c'est 30 à 40% qui ne vont pas réagir. Les bulletins vont continuer à arriver sur le coffre et le jour où ils en ont besoin, les parcours sont à leur disposition pour pouvoir les consulter. C'est l'esprit de la loi. Non, le principe... C'est qui... J'ai ma société qui décide demain de dire, voilà, je veux dématérialiser. Donc, mon essence, par exemple, chez moi, il y a donc une population qui va répondre ou pas. Qu'est-ce qui va se passer donc? Est-ce que j'ai un coût mensuel qui va au document déposé. Au document déposé. Donc tous ceux qui ne se seront pas opposés, ça vous permet de l'envoyer de manière numérique et vous avez une facturation au document déposé. Ok, donc ça c'est côté B2B. Oui. Côté B2C, le principe c'est que sur les fonctions de base du coffre, donc ce dont je vous ai parlé, 5 gigaoctets pour pouvoir mettre mes propres documents, donc sans avoir un espace illimité, pouvoir mettre des collecteurs et donc récupérer automatiquement des documents et consulter mes bulletins de paie qui m'ont été envoyés par mon émetteur, tout ça c'est gratuit. Après, les feuilles, tout ce qui est envoyé par mon employeur est mis hors quota des 5 gigas, donc je n'ai même pas à y réfléchir, donc ça tombe en plus, oui, tout à fait. Oui. Non, pour complètement. Non, on n'en est pas encore là, non. On l'imagine même pas. Ça va amener forcément dans le temps le problème vis-à-vis des impôts. Oui, parce qu'il va prendre nouveau service et que ça va venir... J'ai entendu dans les 10-15 ans, il va forcément se passer des choses. Bien sûr, non, mais on arrive tous à ça à un moment ou à un autre. On est tous sur de l'aveuglement, tout ce qu'on peut. Tout à fait. Alors après, nous la volonté de proposer des services premium, elle est là. Comme la très grande majorité des services aujourd'hui sur Internet qui ont à la fois du freemium et du premium, je suis désolé, c'est anglo-saxon comme terme, mais
comme ça qu'on dit, qui est donc le principe, c'est que tous les services sont testables en mode gratuit. Donc, par exemple, on va sortir un service de consultation de ses comptes en ligne, directement comme le font certaines banques, un agrégateur bancaire. Pour une banque, ce sera gratuit. Et puis, si vous voulez mettre 2 banques, 3 banques, 4 banques, là, on vous proposera un service payant. Toujours, le principe, c'est que toute l'utilisation du coffre, toutes les fonctionnalités puissent être utilisées de manière gratuite pour pouvoir bénéficier du service et pour pouvoir recevoir ces documents envoyés par des émetteurs. Et après, si je veux aller plus loin, si je veux rentrer dans l'illimité ou avoir plus d'accès à plus de services, j'ai des versions abonnement que je peux payer en tant que particulier. Je vous ai affiché un planning type de déploiement. Il faut savoir que ce sont des projets qui peuvent être vraiment mis en place dans des délais relativement courts pour du SIRH, puisque en général, ça étonne plutôt mes interlocuteurs, parce qu'on est sur des projets en général à RH sur un peu plus long. Les délais incompressibles sont les délais de communication. C'est-à-dire que la loi indique bien qu'on doit avoir un préalable de 30 jours minimum d'information avant de la mise en place du bulletin de paie numérique pour laisser le temps justement aux gens qui sont réfractaires à la solution de se manifester et de ne pas être embarqués par défaut dans la solution. Donc ces 30 jours-là sont complètement incompressibles. Ensuite, la solution technique, ça va dépendre de la solution qu'on va déployer. Comme je vous l'ai dit, on a plusieurs types de solutions. Mais si on part sur la solution où on part de vos PDF composés qu'on va venir analyser, donc qui est hors impact SIRH, on a l'habitude de démarrer dans le mois. Donc on a 4-5 jours d'échange sur la faisabilité. On demande des bulletins de paie tests et on fait quelques tests. On vous fait valider un bon à tirer électronique et la solution est prête à démarrer. Ce qui est intéressant dans le système, c'est qu'à la fois sur notre plateforme d'envoi et sur nos dépôts, on est sur un paiement à l'acte. Donc ça permet de vraiment pouvoir commencer avec un pilote ou de pouvoir faire des tests de 2, 3, 4 bulletins avant de faire une généralisation, sans risque et sans coût majeur, puisque comme on paye à l'unité, voilà, on n'engage pas des sommes folles sur le sujet. Donc là, vous proposez un dispositif de mise à disposition dans ce salaire, parce que c'est ça dont on parle. Est-ce que vous proposez aussi des templates, des documents que oui. utiliser l'entreprise? On fournit un kit de communication avec 2 publics qui sont adressés par ce kit de communication. Vous avez un public interne qui risque, pour les gens qui risquent d'être interrogés en premier lieu sur le sujet. Donc là, on va fournir des présentations allégées, plutôt bénéfices salariés, pour pouvoir expliquer quel est l'intérêt de passer au bulletin numérique. Je pensais plutôt à un support. Est-ce que vous proposez le bulletin de paye que l'entreprise peut utiliser comme une trame? Comme un formulaire. Ah non, on reprend le bulletin de paie, on reprend le bulletin de paie à l'identique de celui qui nous est confié. Voilà. L'idée n'est pas de pas faire justement une double rupture, puisque le fait de passer dans le numérique, ça peut déstabiliser un peu certains interlocuteurs. Et donc l'idée est que dans le numérique, ils retrouvent vraiment à l'identique le bulletin de paie papier tel qu'il l'avait. Une demande initiale quand vous êtes en initiation du bulletin de création. Alors avec certains de nos partenaires type ADP GSI, c'est vrai que des fois c'est cumulé avec, par exemple avec le bulletin clarifié, ou on en profite pour passer voilà, sur un autre terme. Mais notre objet à nous, c'est vraiment de transporter des documents en lui donnant une valeur d'original numérique, mais justement en ne retravaillant pas le document. C'est-à-dire que voilà, on considère. Je construis dans ce que vous disiez. Je suis intéressé par le coffre à titre personnel. On a tous des factures diverses et variées. Oui. Je vais acheter sur un magasin quelque chose, mais régulièrement. Donc, ce qui fait que j'ai des factures qui vont avoir le même modèle. Est-ce que vous avez justement un outil qui justement, préformate en tout cas, va définir, on va regarder que finalement on a déjà fait, cette facture est déjà arrivée, c'est une autre facture, mais c'est de la même typologie, et automatiquement la mettre dans un répertoire pour retrouver plus facilement. Alors, tout ce que vous allez recevoir va être automatiquement classé. C'est-à-dire que si vous avez décidé de recevoir vos factures de la FNAC ou d'Amazon, automatiquement on vous a créé un répertoire Amazon ou FNAC et que vous pouvez renommer, que vous pouvez remodifier. Ça va arriver dans ce répertoire-là. À partir d'aujourd'hui pour demain, voilà. j'ai tout mon passé. On va récupérer le passé aussi. D'accord.
Si vous faites Amazon, on va récupérer véritablement, enfin on récupère tout ce qu'on peut trouver sur le serveur. Donc s'ils nous mettent que 3 semaines, on va récupérer que 3 semaines. Mais si on a, voilà, chez Amazon par exemple, il y a tout, donc on va tout récupérer. D'ailleurs, ça fait un peu peur, hein, enfin si vous êtes client Amazon. Donc, ça c'est l'autre danger. Voilà, c'est l'autre danger. Donc on va tout récupérer, ça c'est la première partie de ma réponse. Deuxième partie, comme je vous disais, à partir du mois de juillet, on va lancer donc un agrégateur bancaire avec lui la différence avec ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez récupérer vos relevés mensuels bancaires, enfin en général ils sont mensuels, hein, ou décadaires suivant la banque que vous avez. On les récupère et on les stocke, donc c'est un travail basique. À partir de juillet, on va récupérer les soldes directement en ligne et on va donc vous donner des informations d'alerte. Hein, c'est-à-dire que c'est vous qui paramétrez au-delà d'un certain montant, au-delà d'une certaine somme, merci de m'alerter. Et là, vous recevrez des notifications en disant que vous avez reçu un virement, vous avez reçu un encaissement. Et ça va les catégoriser. C'est-à-dire qu'automatiquement, on va vous proposer de faire votre budget avec des catégories. Et donc, avec un système d'auto-apprentissage, c'est-à-dire qu'au début, on va vous les mettre dans des catégories un peu au hasard, voire dans pas de catégorie du tout en vous demandant de le faire, et au fur et à mesure, le système apprend. Et la version qu'on veut mettre en place l'année prochaine, c'est de pouvoir faire le rapprochement entre ces mouvements de banque que j'ai eus et les factures que vous nous avez mis, voilà, pour pouvoir faire le lien entre les deux et retrouver rapidement. Voire aussi pour pouvoir amener du conseil ou en tout cas de l'alerte en se disant, bah, par exemple, si votre facture d'eau c'est 100 € tous les 3 mois, si un jour vous passez à 180, voilà, qu'on vous dise, c'est pas la même que d'habitude. Après, voilà. Non, alors non, c'est complètement étanche. Ouais, c'est complètement étanche avec la Banque Postale, tout à fait. D'ailleurs, on est plus proche d'autres banques en termes comment dire, ouais, tout à fait. Ouais. Et pour vous rassurer, il n'y a aucune donnée qui part à la Banque Postale. Parce que, on pourrait, ça m'amène sur la sécurité, sur le fait que Digipost, on s'assure de la confidentialité des données. Donc la confidentialité des données à la fois en termes d'exploitation, c'est-à-dire que bien sûr depuis nos back-office ou depuis nos outils internes, les utilisateurs n'ont pas accès aux données des gens qui utilisent notre service, mais aussi par rapport à la réexploitation, c'est-à-dire qu'on s'engage vraiment à ne pas communiquer, ne serait-ce à l'intérieur du groupe, mais même en dehors du groupe, encore plus en dehors du groupe, mais ne serait-ce à l'intérieur du groupe, les données qui nous sont confiées dans les coffres. On travaille beaucoup sur l'accessibilité, sur l'authentification du coffre. Hein. Aujourd'hui, on est sur un système avec un mot de passe, comment dire, avec caractères spéciaux obligatoires à l'intérieur du mot de passe. On a la double authentification qui va arriver avant la fin de l'année, hein, où dès que vous vous connecterez avec un appareil qu'on ne connaît pas, ou hors contexte, on vous demandera cette deuxième authentification, sûrement un mot de passe envoyé par SMS à rajouter pour confirmer que c'est bien vous qui accédez au service. Le service est monitoré en permanence, donc dès qu'on a la moindre alerte sur une montée de charge, voilà, comme tout ce qui pourrait être apparenté à une attaque, on vient directement intervenir pour comment dire, limiter les accès à la personne qui nous fait de multiples accès, enfin observer ça et éventuellement même couper. La base Digipost, elle est hébergée en France sur les serveurs de la Poste et tout est fait en moyens propres. J'ai une question justement. Data Center, donc c'est un centre physique. Oui. J'ai mes bulletins de paie qui sont dans un data center. Tout à fait. Il y a un gros problème technique sur le data center. Oui. Les données sont de fait, il y a une copie qui est faite. Oui, il est mirroré en temps réel par fibre noire sur un autre data center qui n'est pas sur la même faille sismique, qui a plus de 35 km. La fibre noire, c'est un système qui permet de vérifier que personne n'est sur la ligne. Voilà, voilà, entre A et B, on est sûr qu'il n'y a pas un C quelque part qui se branche. Pour faire simple, tout à fait. Ouais. Je trouve ça un technique passionnant, mais c'est effectivement... Oui, non, non, alors pour être très clair, voilà. Et les data centers sont certifiés ISO 27001. Donc c'est à la fois de la sécurité logique et physique. Hein. C'est-à-dire que pour accéder au data center, vous avez forcément une carte d'accès où tout le monde ne va pas. Voilà. On évite en fait le. Je peux pas demander l'adresse des Non, mais ils sont en région parisienne. C'est ça, on a le droit de le dire. Ils sont situés en région parisienne.
pas pour des problèmes de coût, parce que c'est beaucoup plus cher, mais pour des problèmes d'infrastructure. Parce qu'en fait, quand vous avez un data center comme ça, vous êtes obligé au minima d'avoir 2 fournisseurs de télécom différents. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc c'est plus simple en région parisienne aujourd'hui qu'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, on a, alors dans les différents agréments, on a obtenu l'agrément SIAF, qui est l'agrément Archives de France, c'est-à-dire qu'on a le droit de conserver une partie des archives de l'État sur nos data centers. Donc, on peut dire qu'on est ultra, vérifié sur ce type d'approche, et encore plus à la fin de l'année, puisque je vous disais, on va avoir l'hébergement de données de santé, donc ça veut dire qu'il y a encore les gens de la sécurité sociale qui vont venir nous voir pour vérifier ça. Oui. Oui, quand même, oui. Non, c'est ma question, parce que je pose la question parce que j'imagine entre le moment où on dit on va le mettre, alors je sais pas, il y a sûrement un réflexe de dire tiens, je consulte pas, puis on s'habitue forcément. Tout à fait, oui. Oui, moi j'ai le bulletin électronique depuis 2011. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Digipost, parce que quand ils ont cherché des gens qui devaient porter ils ont vu que j'étais un des premiers utilisateurs au sein de la Poste, parce qu'on avait démarré par la Poste comme sujet. Et oui. De quoi vous recevez votre bulletin de paie? Vous avez une alerte par SMS? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Quand je reçois mon bulletin de paie ou un autre document, j'ai une notification par email qui se déclenche. Donc je reçois un email sur le ou les emails de mon choix. Donc moi, pour des raisons un peu historiques, j'en reçois 2, puisque j'ai mis 2 adresses. Et donc qui me dit, vous avez reçu un ou plusieurs nouveaux documents, puisqu'on a essayé maintenant de les concentrer pour ne pas en envoyer tout le temps. Voilà. Et qui va me dire qui est l'émetteur. Donc il s'agit d'un bulletin de paie de la Poste. Voilà. Et donc en cliquant directement sur le lien, j'arrive sur la page d'authentification. J'ai plus qu'à rentrer mon mot de passe, ma question secrète, mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, et je peux consulter directement le document à l'écran. Donc avec le smartphone, c'est encore plus efficace parce que je reçois une notification directement sur le smartphone. Et sur les deux, on utilise maintenant le Touch ID, la possibilité de déverrouiller par empreinte digitale. Donc en cliquant dessus, en déverrouillant, j'ai directement le document qui apparaît. D'accord. On a un service client dédié qui est pareil, qui est fait 100% made in post, ce sont des postiers, qui lui par contre est situé à Vannes, ça j'ai le droit de dire où il est. Et qui mine de rien est un sacré avantage, parce que ça veut dire tout simplement que tout ce qui va être au quotidien gestion du coffre, c'est à ce service client de le gérer, et pas à l'entreprise qui l'a mis en place d'expliquer ce qu'est un PDF, ce qu'est un navigateur, ou de répondre à la fameuse question du collaborateur qui a oublié son nom d'utilisateur, son mot de passe et sa question secrète, parce que ça arrive. Voilà, mais ils ont l'habitude de gérer ce genre de cas. Voilà. Et puis vous avez un exemple des différentes sociétés qui nous ont fait confiance. Alors on a beaucoup de grands groupes forcément, parce que les grands groupes ont un intérêt en termes de retour sur investissement immédiat sur ce genre de sujet. Mais on a aussi beaucoup de PME, voire de toutes petites entreprises. On a des sociétés où on a 5 personnes et qui sont passées sur le système. L'avantage qu'on a notamment sur la solution où on part des flux composés, c'est que comme on est en dehors du SIRH, on n'a pas de frais d'intégration. Donc vous allez avoir des frais de mise en place qui sont relativement resserrés, et vous avez un coût uniquement au bulletin déposé. Donc du coup, ça ne fait pas des budgets qui sont inaccessibles pour des petites structures. Et versus la situation d'avant, est-ce qu'ils y gagnent régulièrement par un euro, ou est-ce que c'est une solution qui est rentable pour les sociétés? Ah oui. Alors, plus la société va être petite, si vous gagnez 50 centimes par bulletin de paie et que vous avez 3, vous gagnez 1,50 € par mois. Donc c'est pas l'objectif dans ce cas-là, c'est pas le retour sur investissement, c'est simplement le temps gagné, arriver sur un service plus intéressant pour les collaborateurs. Donc c'est plus aussi des bénéfices d'image que du ROI, mais le ROI il se déclenche assez vite sur le sujet, parce que ça vous fait gagner basiquement de l'argent sur l'envoi de vos bulletins de paie, mais ça vous fait aussi gagner de l'argent sur tout ce qui est demande de duplicata, des gens qui vous rappellent 4 ans plus tard pour vous dire où est mon bulletin de paie, là il est dans son coffre, donc il y a moins de raisons qu'ils vous appellent pour vous demander où il est.
Surtout qu'il a une hotline pour s'adresser à la hotline pour retrouver les documents. Et vis-à-vis des autres pays européens, comment se situe la France dans cet aspect de... Très en retard. Très en retard. Mais avec, comme je vous le disais en préambule, un phénomène de rattrapage depuis la mise en place de la loi El Khomri. Mais en France, on estime que le taux de dématérialisation des bulletins de paie il est aux alentours de 15%. En Allemagne, il est à 85%. Donc on a vraiment une différence importante. Ouais. Ouais, c'est d'où l'esprit de cette loi, enfin, du fait que ça a été mis dans les lois El Khomri. La première version, on était... Sur ce sujet-là, on a une explication déjà sur l'importance du bulletin de paie en France, qui n'est pas forcément aussi important dans d'autres sociétés, hein. Enfin, dans d'autres pays. Je pense notamment à l'Italie ou à la Suisse même, puisque on a eu l'occasion de travailler avec des sociétés multinationales, où on m'expliquait que en Italie, ça n'a pas d'importance en fait le bulletin de paie en lui-même pour les Italiens. Donc voilà, on a ce côté-là. On a le fait qu'on a démarré très très vite, hein, donc en 2009, mais du coup le législateur a été extrêmement protecteur. Et donc ça a plutôt ralenti finalement le processus, en sachant que d'habitude plutôt la France est plutôt en avance sur les... Enfin en Europe, hein, si on regarde la carte de l'Europe, vous avez les pays baltes hein, qui sont très très en avance sur le numérique. L'Estonie, oui, ils sont à 99% de dématérialisation. Du vote électronique en passant par... Tout à fait. Parce qu'eux, ils sont passés d'un système soviétique à plus rien, puisque les soviétiques ont dit on s'en va, donc il a fallu faire quelque chose. Donc ils sont partis à fond. Voilà. Et après, la France est plutôt dans la moyenne européenne. Sur le bulletin de paie, on est très en retard. Ouais. Je pense que l'accélération faite avec le smartphone ayant tellement plus de place que c'est tellement facile qu'à mon avis. Tout à fait. Ouais. Ça va être exponentiel à mon avis. Oui. On se rend compte. Enfin, en tout cas, là, on est vraiment sur une courbe extrêmement intéressante. Voilà, donc moi j'en ai fini. Voilà. Parce qu'il y a du monde derrière. Ah bah voilà. Donc, ça s'est bien passé ? Très bien. Merci à vous.